Ce fut la dernière guerre civile qu'ait connue la France. Un conflit franco-français meurtrier, puisqu'on estime qu'il a fait 2000 victimes. Je veux bien sûr parler de l'action terroriste de l'OAS dans les années 61-62 et de sa répression par les services officiels et ceux que l'on a appelés les barbouzes. Terrorisme du désespoir, politique de la terre brûlée, c'était l'époque des cadavres d'Algériens abandonnés sur les trottoirs des villes, des plastiquages en Algérie, mais aussi en métropole. Et enfin, des tentatives d'attentats contre le général de Gaulle. L'OAS, organisation de l'armée secrète, rassemblait le petit peuple de Bab el-Oued, un quartier qui avait toujours voté à gauche et même communiste, mais aussi des monarchistes, des factieux d'extrême droite, comploteurs de toujours, des militaires rebelles et des hommes politiques qui estimaient avoir été trompés par le général de Gaulle. Un regroupement hétéroclite donc, qui n'a jamais menacé sérieusement le pouvoir, mais qui a ensanglanté les dernières heures de la présence française en Algérie. Et en provoquant un rejet massif de la population métropolitaine, l'OAS n'a guère contribué à favoriser l'implantation des rapatriés qui avaient dû choisir entre la valise et le cercueil. Mais pourquoi reparler avec M. X de cette organisation terroriste ? Parce que les services secrets français, DST et SDEC, ont joué un rôle trouble en ces années-là. Parce que, engagés de longue date dans la lutte contre le FLN algérien, ces services ont ensuite renâclé à lutter contre les partisans de l'Algérie française. Et peut-être même, c'est la thèse de M. X, se sont-ils parfois servis de l'OAS pour éliminer physiquement certains gêneurs. L'OAS a tué beaucoup de monde. Il existait, vous le savez sans doute, à l'intérieur de l'organisation des commandos spécialisés. Les trop fameux commandos Delta. C'est ça, oui. Des commandos donc qui avaient pour mission d'exécuter les adversaires de l'organisation secrète ou de perpétrer des attentats contre les tenants de l'Algérie indépendante. Des journalistes, des hommes politiques, des policiers ont été visés. Mais certains assassinats sont demeurés mystérieux. Encore aujourd'hui ? Oui, encore aujourd'hui. À mon avis, ce n'est pas tout à fait un hasard. Parce que si dans la plupart des cas on a identifié les exécutants, on n'a pas découvert les commanditaires. Enfin, les vrais commanditaires, je veux dire. Parce qu'il y avait de faux commanditaires ? Je le pense, oui, mais enfin, n'allons pas trop vite. Ouais, mais c'est vous qui... je le reconnais, mais enfin... Allons, voyons. Voyons ça dans le détail. En septembre 1961, un commissaire de police, Alexis Goldenberg, est abattu à Alger. C'est pas le premier, n'est-ce pas ? Vous avez raison. Avant Goldenberg, 2 commissaires ont été assassinés par l'OAS. Mais c'est la personnalité de ce policier qui retient l'attention. Attendez, avant d'y venir, là, comment est-il abattu ? Le commissaire venait de quitter son travail. Il est monté dans sa voiture pour regagner son domicile et s'est dirigé vers le fameux tunnel des facultés. Et c'est à l'entrée de ce tunnel que le passager arrière d'une moto lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Goldenberg est mort peu de temps après. Ouais, ça, c'est une exécution de professionnel. Hein. Sans conteste. Ouais. Et là, alors, la personnalité de ce commissaire là... Ce docteur en droit, qui était également licencié sciences, est né à Berlin au début des années 20. J'imagine que lui et sa famille ont fui le nazisme. Naturellement. En France, il participe à la résistance. Puis il est recruté par la police. Goldenberg est un type brillant qui parle plusieurs langues. Et ce très jeune commissaire est affecté à Interpol. Il s'intéresse alors beaucoup aux pays de l'Est, et en particulier à son pays de naissance qui est devenu la RDA. Bon, il fait du renseignement, c'est ça ? C'est vraisemblable. Goldenberg, qui a pourtant eu un père communiste, affiche un anticommunisme farouche. Et sous le pseudonyme de Dormont, il collabore avec un homme dont je vous ai déjà parlé, Georges Albertini. Spécialiste de l'anticommunisme. Oui, Albertini qui a été un collaborateur notoire à sauver sa peau à la Libération. De façon très surprenante d'ailleurs, mais enfin passons. Parrainé par le banquier Worms, qui l'a connu en prison, il va mettre sur pied une organisation très discrète dont le fond de commerce est justement l'anticommunisme. Et si je me souviens bien, il publie un bulletin d'information. C'est cela. Et il faut souligner qu'Albertini, subventionné par le patronat, va entretenir des rapports étroits avec la plupart des dirigeants politiques de la 4e et de la 5e République, au moins jusqu'au milieu des années 70. Ce qu'on appelle une éminence grise. Oui, un homme influent et remarquablement informé sur tout ce qui concerne le communisme. C'est dans son officine que beaucoup d'hommes politiques de droite et de la gauche modérée viennent chercher de quoi alimenter leurs argumentaires de campagne électorale. Et pour venir à Goldenberg, alors ce policier est donc un informateur d'Albertini, d'après vous. Mais
À Alger, que fait-il? Il travaille dans une section des renseignements généraux chargée de la réglementation et de la surveillance des étrangers. C'est un poste stratégique. Oui, car Goldenberg a un œil sur tous ceux qui arrivent en Algérie ou qui en partent. Est-ce que cet anticommuniste convaincu a des sympathies pour l'OAS? Bien au contraire. Goldenberg se range du côté des libéraux, comme on les appelait alors. C'est-à-dire les gens partisans de l'indépendance de l'Algérie. Il est plutôt situé à gauche. C'est le cas de l'ancien maire d'Alger, Jacques Chevalier, dont Goldenberg est très proche. Et on a d'ailleurs émis l'hypothèse, après l'assassinat du commissaire, que c'était un avertissement de l'OAS adressé directement à Chevalier. Non, mais Chevalier, à l'époque, n'était plus maire. C'est vrai. Et il s'était retiré officiellement de la vie politique, mais il demeurait quand même très influent. J'ajoute que Chevalier, qui avait appartenu au service secret, faisait lui aussi partie de la galaxie Albertini. Décidément, oui. Albertini avait construit un véritable réseau souterrain. Dans ses fonctions, Goldenberg participait-il à la lutte contre l'OAS? S'intéressant aux allées et venues entre l'Algérie et la métropole, il était naturellement bien placé pour surveiller les agissements des membres de l'OAS. C'était donc une cible pour les tueurs de l'OAS. Certainement, à cause de ses idées libérales et de son action au sein de la police. Mais est-on vraiment sûr que c'est l'OAS qui l'a fait exécuter? Parfaitement. D'abord parce que le tueur finira par être arrêté. Le tueur, qui était-ce? Un pied noir d'origine espagnole. Les policiers n'ont même pas eu besoin de le faire avouer. Il avait tenu sur un carnet un relevé des différentes actions auxquelles il avait participé. Pas très malin, ça. Je ne vous le fais pas dire. Ensuite, la preuve de la responsabilité de l'OAS a été établie quand, à l'occasion d'une perquisition au domicile d'un activiste de l'organisation terroriste, la police a trouvé une note sur Goldenberg. Une note... le désignant comme une cible possible. Oui, le document a été signé par l'ex-colonel Godard, chargé du renseignement au sein de l'OAS. Et quand cette note a-t-elle été découverte alors? Avant l'exécution de Goldenberg. On peut imaginer donc que le commissaire ait informé qu'il était menacé. Je n'en sais rien. Vous insinuez que ses collègues ne l'auraient pas informé? Je répète, je n'en sais rien. Vous qui prétendez tout connaître. Oui, de temps en temps, il faut savoir reconnaître ses insuffisances, non? Enfin, je reviens sur cette note de l'OAS. Très curieux, ce document. Que voulez-vous dire? Eh bien, Goldenberg, présenté comme un policier anti-OAS très intelligent et actif, est aussi accusé d'être pro-communiste. Alors que vous m'avez dit que ce commissaire, au contraire, était un correspondant de Georges Albertini, champion de la lutte contre le communisme. Oui, et c'est pour cela que je trouve que cette note est très étrange. Parce que vous vous demandez comment cette information est parvenue aux dirigeants de l'OAS. Exactement. Je vous connais, vous avez une idée. Malheureusement, oui. Soyez plus clair. Dans certains services, mais enfin je ne veux pas être plus précis, on soupçonnait Goldenberg d'être en réalité un agent communiste. Donc de jouer un double jeu. Oui. D'autre part, des responsables de ces mêmes services ne s'étaient pas fait à l'idée que désormais la lutte contre l'OAS était devenue prioritaire pour le gouvernement du général de Gaulle. Parce qu'on leur demandait maintenant de participer activement à cette lutte. Bien sûr, au SDEC, on était par exemple majoritairement Algérie française. Et le patron de nos services spéciaux, le général Grossin, a carrément refusé de s'engager dans la lutte contre l'OAS, malgré l'insistance de Jacques Foccart. Foccart qui était, vous me l'avez souvent dit, très proche du service action du SDEC. Oui, et qui par fidélité au général de Gaulle va rompre ainsi avec certains de ses amis. Mais j'irai même plus loin. Non contents de refuser de s'engager dans la lutte contre l'OAS, des éléments du SDEC vont collaborer avec l'organisation terroriste en lui fournissant des informations ou en mettant à sa disposition l'infrastructure technique du service. C'est grave, ça. Très grave, oui. Et au contre-espionnage, c'est-à-dire la DST? Là aussi, on était plutôt Algérie française. Et à Alger, la brigade anti-OAS qui avait été créée par la Sûreté a été victime à plusieurs reprises de fuites. Des fuites internes? Oui, des membres de l'OAS qui devaient être arrêtés ont été préalablement et bizarrement alertés. Et c'est pourquoi le gouvernement a fini par mettre sur pied une section spéciale, regroupant des fonctionnaires authentiquement républicains de la DST et des renseignements généraux, le BDL, le bureau de liaison. C'est pourquoi aussi la sécurité militaire va jouer un si grand rôle dans la lutte contre l'OAS. Donc, si je vous suis bien dans ce service que vous ne voulez pas citer, on a une double raison d'en vouloir à Goldenberg. D'abord parce qu'on le soupçonne d'être un agent communiste, et ensuite parce que c'est un adversaire de l'OAS. Écoutez, j'ai plus rien à faire ni à dire, vous avez parfaitement résumé. Et je pense qu'on a fait passer le message à l'OAS. À charge pour elle de se débarrasser du commissaire et de se salir les mains. Et la méthode va être utilisée à plusieurs reprises. Les services secrets français, a dit M. X, ont refusé de participer à la lutte contre l'OAS. Et quand ils l'ont fait, c'est sans enthousiasme. L'ancien patron de la DST, Marcel Chalet, le reconnaît dans un livre d'entretien avec Thierry Volton. Il affirme que son service a pourtant été soumis à des pressions considérables pour participer à l'action anti-OAS. Et il ajoute:
Beaucoup de policiers de la DST auraient préféré, à coup sûr, être employés dans le cadre de leurs attributions fondamentales, mais ils partageaient plutôt le sentiment de la grande majorité des Français qui souhaitaient alors une Algérie française et qui condamnaient les violences faisant obstacle à un épanouissement algérien au sein de la République. Aussi surprenant que cela puisse vous paraître, je n'ai jamais connu dans le service, autrement qu'après la proclamation de l'indépendance algérienne, de fonctionnaires ouvertement hostiles au maintien de l'Algérie dans la République. Ce qui ne signifie nullement qu'ils se réclamaient par là même du slogan « Algérie française », thème de ralliement de certaines organisations extrémistes. Cela dit, ceux dont la tâche quotidienne était de lutter contre la rébellion n'avaient, croyez-moi, guère le temps d'exprimer leurs états d'âme. Surveiller le territoire était le métier qu'ils avaient choisi, et jusqu'à preuve du contraire, il y avait tentative de sécession d'une partie de la nation. Avant de poursuivre, je voudrais revenir sur l'activité de Jacques Foccart dans la lutte contre l'OAS. Est-ce qu'elle a été essentielle ? Je le pense, oui. Mais naturellement, toute sa vie, Foccart a nié avoir joué quelque rôle que ce soit. Comme il a toujours nié avoir joué un rôle occulte à l'Élysée. C'était de bonne guerre, si je puis dire. Il se devait de garder le secret. Officiellement, il n'était auprès du général de Gaulle que son conseiller pour les affaires africaines et malgaches. Dans la réalité, c'était tout autre chose. Il voyait le général tous les soirs, supervisait les services secrets et mitonnait tout ce qui ne devait pas transpirer hors de l'arrière-cuisine. Donc il s'est naturellement occupé de la lutte contre l'OAS. Évidemment. Il n'est certainement pas étranger à l'envoi des barbouzes en Algérie. Et l'organisation secrète ne s'y est pas trompée. Elle a très vite considéré que Foccart était l'un de ses pires adversaires. Salan, en particulier le chef de l'OAS, faisait une véritable fixation sur la personne de Foccart. À cause de sa participation à la lutte contre l'organisation secrète ? Oh, pas seulement. Le général putschiste soupçonnait Foccart d'avoir été derrière l'attentat qui avait failli lui coûter la vie. Ah oui, le coup du bazooka. Oui. Et Salan avait raison ? Écoutez, je n'en sais rien. Nous en avons déjà parlé. Le coup venait des milieux proches des gaullistes, ça c'est sûr. Mais Foccart, là, ça, je ne sais pas. D'autre part, Salan pensait que Foccart l'avait manipulé lors du 13 mai 58, quand il est apparu au balcon devant la foule rassemblée, devant le gouvernement général. C'est lui qui lui aurait fait souffler par l'intermédiaire de Léon Delbecq son fameux « Vive de Gaulle » qu'il regrettait tant d'avoir prononcé. Salan était-il donc si influençable que ça ? Écoutez, peu importe. Enfin, Salan, mais pas seulement lui, était persuadé que Foccart avait organisé un faux attentat contre le général de Gaulle sur la route de Colombey. Oui, mais dans quel but, là ? Un objectif double. D'abord, renforcer la lutte contre l'OAS et ensuite faire comprendre au général qu'il devait renforcer sa sécurité. Et vous y croyez, vous, à ce faux attentat ? Cette explication ne m'étonnerait pas outre mesure. Un adversaire du général François Mitterrand l'a d'ailleurs écrit plus ou moins. Donc, résumons quand même. Salan veut terriblement au conseiller du général de Gaulle, Jacques Foccart. Mais pour autant, est-ce que l'OAS a essayé d'éliminer physiquement Foccart ? En tout cas, il y a pensé, c'est certain. Mais Foccart était parfaitement protégé, il était difficile de l'atteindre. Alors l'OAS a essayé de l'abattre par un autre moyen, en utilisant contre lui une vieille histoire. Expliquez-moi ça. Pendant la guerre, Jacques Foccart avait eu des rapports commerciaux avec les Allemands de l'organisation Todt. Oui, mais il était également résistant. Oui, incontestablement. Mais après-guerre, certains ont prétendu que son dossier était parvenu aux mains des services soviétiques. Ah oui, je comprends. Là. Les soviétiques qui l'auraient fait chanter en auraient fait un agent. Oui, c'est tout à fait ça. Alors l'OAS, qui disposait de nombreuses complicités dans la police et même au plus haut niveau de l'État, a essayé de monter un dossier contre Foccart. Mais je le dis tout de suite, aucun élément sérieux n'a permis d'accréditer cette thèse. Toutefois, cette histoire suivra le conseiller du général. Colombine, hein ? Colombine, oui. C'est l'affaire Topaz. Un transfuge soviétique a prétendu qu'une taupe soviétique, Colombine, se trouvait dans l'entourage très proche du général de Gaulle. Et naturellement, on a laissé entendre qu'il s'agissait de Foccart, mais toujours sans apporter aucune preuve. Et à l'origine de cette calomnie, il y aurait eu des gens de l'OAS ? Bien sûr. Ils nourrissaient une véritable haine contre lui, car non seulement le conseiller du général les combattait sans relâche, mais il le soupçonnait d'entretenir des liens secrets avec les dirigeants du FLN. Ouais. C'est sérieux, ça ? Écoutez, là encore, ça me paraît pas impossible. Et ça expliquerait le deuxième assassinat mystérieux dont je voulais vous parler aujourd'hui. De quoi s'agit-il, alors, de l'exécution d'un certain Alfred Locussol. Locussol. Qui était-ce ? Un homme très discret. Un ancien militant communiste du quartier de Bab el-Oued qui aurait été après-guerre membre du cabinet de deux ministres, Fernand Grenier et Charles Tillon. Deux ministres communistes. Hein, oui, bien sûr. Locussol, pied noir d'origine, et donc membre du PCA, le Parti communiste algérien.
Et sans occuper de fonctions officielles, c'est certainement un militant qui compte au sein du parti et qui est chargé d'organiser des missions spéciales et très discrètes. Ça lui vaut donc d'être tenu à l'œil par les policiers de la DST. Parce qu'on le soupçonne d'avoir des liens avec les indépendantistes algériens. Oui, en 1956, à l'occasion de l'enquête sur la désertion de l'aspirant Maillot, Alfred Locussol est arrêté. L'aspirant Maillot, rappelez-moi cette désertion. Maillot était un sous-officier communiste. Il a déserté en emportant avec lui une grande quantité d'armes. Des armes destinées au FLN. Naturellement. Maillot créera d'ailleurs en Algérie un maquis où il trouvera la mort. Mais revenons donc à Locussol. Accusé de complicité avec l'aspirant, il est resté 1 an en prison avant de bénéficier d'une relaxe. Et dès sa libération, il quitte l'Algérie et va s'installer chez sa sœur à Alençon. Là, cet homme qui est fonctionnaire de l'enregistrement mène une vie apparemment très paisible. Pourquoi cet apparemment ? Parce que je suis persuadé que Locussol n'a pas coupé les ponts avec le Parti communiste. Il est très probable qu'il continue à correspondre avec les rares communistes algériens demeurés sur place et qu'il n'a pas cessé d'entretenir des contacts avec le FLN. À Alençon ? Bien sûr que non. Locussol fait des voyages réguliers à Paris, mais enfin ça on en reparlera si vous voulez bien. En décembre 61, un autre militant communiste algérien de poids s'évade de la centrale de Rennes. De qui s'agit-il ? Henri Alleg. L'auteur de la question. Oui, c'est l'ancien directeur du journal Alger Républicain, un quotidien qui a été interdit. En 1957, en pleine bataille d'Alger, Alleg a été arrêté par les parents. Il est torturé. C'est au centre de détention où il est enfermé qu'il décrit par le détail les tortures qu'il a subies. Un récit qu'il parvient à faire passer à l'extérieur et que publie l'éditeur Jérôme Lindon. Et cette révélation des pratiques des paras va faire scandale et soulèverait en métropole une intense émotion. Mais enfin, revenons à son évasion. En 1961, donc. La police suspecte Alfred Locussol d'avoir organisé l'évasion d'Henri Alleg et son exfiltration vers un pays de l'Est. C'est vrai qu'Alençon ne se trouve pas très très loin de Rennes. Enfin, il n'existe quand même aucune preuve que Locussol ait joué un rôle actif dans cette évasion. On a simplement des soupçons. Mais ça suffit pour que certains policiers extrémistes, appartenant sans doute à la DST, envisagent de se débarrasser de lui, d'autant que ces mêmes policiers proches de l'OAS sont persuadés que l'ancien militant communiste entretient des relations avec Jacques Foccart. Foccart qui était pourtant loin d'être communiste. C'est évident. Enfin, pour Foccart, Locussol était un allié objectif. Tous les deux étaient farouchement anti-OAS. En outre, selon toute vraisemblance, l'ancien militant de Bab el-Oued avait le contact avec des dirigeants du FLN. Et ça pouvait intéresser Foccart. Je veux bien, mais attendez, à l'époque, fin 61... les négociations avaient déjà été engagées depuis longtemps avec les indépendantistes algériens. C'est vrai, mais Foccart, secrètement, espérait engager le FLN dans la lutte contre l'OAS. Et grâce au contact de Locussol, il pouvait y arriver. C'est pourquoi les deux hommes ont sans doute entretenu des relations. Mais vous n'en êtes pas sûr ? Non, cette affaire demeure encore mystérieuse et on ne peut faire que des hypothèses. Quoi qu'il en soit, ces policiers sympathisants de l'OAS se débrouillent pour faire passer l'information à Alger. Dans le but de faire liquider Locussol ? Évidemment. Non seulement le fonctionnaire est communiste, mais il a aidé Alleg à s'évader. Et il est en rapport avec l'ennemi numéro 1 de l'OAS, sa bête noire, Jacques Foccart. Ça suffit pour que le chef des commandos Delta, Roger de Gueldre, décide de passer à l'action. Et ça va aller très vite. Pierre Péan a publié chez Fayard un ouvrage très documenté sur Jacques Foccart, l'homme de l'ombre. Et voici comment il analyse la haine que lui vouaient les terroristes de l'OAS. Fin 1961, le petit homme chauve de l'Élysée, qui traquait sans état d'âme les activistes de l'OAS, obsédait donc les responsables de l'organisation secrète. Dans ce climat exécrable, la liaison régulière qu'il entretenait avec Alfred Locussol, le fonctionnaire des domaines d'Alençon, constituait pour ce dernier un très mauvais point dans un dossier, selon eux, déjà bien chargé. Les enquêteurs de l'OAS avaient en effet découvert que Locussol avait fait évader le communiste pro-FLN Henri Alleg, auteur de la question, du centre hospitalier de Rennes où il purgeait une peine de prison pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État. On lui reprochait en particulier d'avoir participé à la réorganisation du Parti communiste algérien, dont Locussol avait été un membre important. Grâce à Locussol, Alleg avait pu gagner Prague puis Moscou, ville dont la simple évocation donnait des boutons aux croisés anticommunistes de l'OAS, tout en confortant leur certitude sur les liens de Foccart avec le KGB. Tuer Locussol était donc aussi une façon d'expédier un message brutal et sans équivoque à l'ennemi public numéro 1 de l'OAS. Le chef des commandos Delta, de Gueldre, va passer à l'action contre Locussol, m'avez-vous dit. Oui, de Gueldre, un lieutenant déserteur des paras de la Légion étrangère, est un dur, un tueur. Il sera condamné à mort et finira lui-même fusillé. En 1962, oui.
Dans l'affaire Lecussol, il va agir en personne? Non. Non, il demande au chef OAS de Bab el-Oued, Jacques Achard, d'organiser l'opération. C'est bizarre, non? Pourquoi ne pas confier l'affaire à un commando qui se trouve déjà en métropole? Écoutez, je ne le sais pas exactement, mais De Gueltre désirait sans doute que chacun prenne sa part de travail. Oui, et se mouille. Oui, ça je le pense. En plus, il a une totale confiance en Achard, qui est lui-même un homme sans état d'âme. Ancien officier, il régnait en maître à Bab el-Oued et il avait parfaitement organisé ses équipes. Oui, donc lui non plus ne va pas agir personnellement. Non, Achard fait appel à un ancien para qu'on appelle Petit Paul. Un type qui a été plusieurs fois blessé et qui, dans les milieux pieds noirs, fait figure de héros. Ça arrange bien Petit Paul, d'ailleurs, de se rendre en métropole, car sa famille y réside. L'utile et l'agréable, en quelque sorte. Si vous voulez. Donc, Petit Paul, après avoir vu sa famille, prend le train pour Paris. Là, il retrouve un copain d'enfance, Robert, et lui demande de l'accompagner à Alençon. Parce qu'il ne se sent pas de taille à agir tout seul? Non, je pense simplement qu'il s'est dit que s'il avait un pépin, ce Robert pourrait lui être utile. Alors, comment ça se passe? Alfred Lecussol, qui vivait avec sa sœur, je vous le rappelle, habitait un petit pavillon. Ce jour-là, au tout début du mois de janvier 1962, il s'apprête à déjeuner lorsqu'on frappe à sa porte. Il est un peu étonné car il ne reçoit jamais de visite chez lui. Oui, il dit, il donne ses rendez-vous plutôt à Paris. Oui. Mais est-ce qu'il se méfie quand il entend frapper à sa porte, car c'est quand même un homme qui a une certaine habitude de l'action clandestine? Méfiant, sans doute, mais il va tout de même ouvrir et découvre Petit Paul sur le seuil de sa porte. Seul? Seul, oui. Son ami Robert est en planque un peu plus loin. Petit Paul déclare aussitôt qu'il a un message à lui remettre et, fatale erreur, Lecussol le fait entrer. Alors le tueur met une main dans sa poche. L'ancien militant communiste doit penser qu'il cherche le message qui lui est destiné, mais quand la main ressort de la poche, elle tient un pistolet. 2 balles. Lecussol s'écroule, grièvement blessé. Il mourra peu de temps après. Et Petit Paul, lui, disparaît, j'ai dit. Oui, mais la sœur de la victime, mademoiselle Lecussol, a entendu les coups de feu. Elle voit un homme qui fuit en courant. Elle voit aussi un autre individu qui le rejoint. Aussitôt, elle donne l'alerte et très peu de temps après, les 2 hommes sont cueillis par la police sur le quai de la gare. Pris en quasi flagrant délit, il leur sera bien entendu impossible de nier. Vous affirmez donc que, comme dans l'affaire Goldenberg, l'OAS a servi de bras armés à des hommes travaillant pour nos services de renseignement. J'en suis persuadé. Oui. Ouais. Et avez-vous d'autres exemples d'assassinats commis comme cela, par procuration? 2 exemples, oui. Et les victimes étaient l'une et l'autre britanniques. En septembre 1961, peu de jours après l'assassinat de Goldenberg, un citoyen anglais, James Mason, est abattu devant son domicile algérois. 2 jours plus tard, Alfred Fox, attaché commercial au consulat britannique à Alger, est exécuté dans son garage. Fâcheuse coïncidence, hein? Comme vous dites, oui. Le plus étonnant dans cette double affaire, c'est que les autorités britanniques vont observer le silence le plus total. Oui, alors qu'elles auraient été en droit d'exiger des explications du gouvernement français. Pour le moins, oui. Et on a vite oublié ce double assassinat en feignant de l'attribuer tantôt à l'OAS, tantôt au FLN. Et votre explication, alors? Ces honorables citoyens britanniques n'étaient pas tout à fait des citoyens comme les autres. En réalité, c'étaient des agents secrets appartenant au fameux MI6. Et c'est en tant que tel, alors, qu'ils ont été exécutés? Absolument. Et maintenant, on le sait, ce sont des commandos Delta qui ont perpétré ce double assassinat. C'est-à-dire les hommes de Gueltre. Oui. Alfred Fox a, par exemple, été abattu par l'adjoint du chef des commandos Delta, un déserteur du nom de Dovekar, qui, comme son patron, sera fusillé en 1962. Et là aussi, vous pensez que les hommes de l'OAS ont agi par procuration? C'est certain. Je vous explique. Les anglo-saxons, dans leur majorité, désapprouvaient la guerre colonialiste que nous menions en Algérie. Et ils avaient hâte que nous mettions fin au conflit. Oui, en nous retirant, bien sûr. Et en accordant l'indépendance à l'Algérie. Et cela pour plusieurs raisons qui ne devaient pas grand-chose à la morale. Les Américains, d'abord, voulaient à tout prix éviter que les pays arabes ne se tournent vers le camp de l'Est et ne prennent l'exemple de Nasser, puissamment armé et aidé par l'URSS. Et déjà, au Moyen-Orient et au Proche-Orient, les Soviétiques marquaient des points. Par conséquent, puisque les pays arabes soutenaient la rébellion algérienne, les États-Unis devaient prendre leur distance avec la France. Exactement, car ces pays arabes reprochaient violemment à Washington de fournir des équipements militaires à Paris dans le cadre de la coopération atlantique. Équipements qui servaient en réalité à combattre les félagas, surtout les hélicoptères. Oui, mais les Américains ne pouvaient quand même pas rompre avec la France qui a été leur allié. Bien sûr que non. Alors à Washington, on a pensé à mettre en place une sorte d'équilibre. On continuerait à fournir des équipements militaires à la France, mais dans le même temps, on livrerait des armes à la Tunisie. Ça a naturellement provoqué un tollé à Paris. Oui, parce que ces armes américaines livrées en Tunisie risquaient un jour ou l'autre de parvenir dans les mains de l'armée du FLN. Naturellement, les Américains étaient donc coincés.
Et avec l'aide des Britanniques, ils ont décidé d'agir autrement en fournissant clandestinement des armes au FLN et en soutenant diplomatiquement les indépendantistes algériens qui étaient d'ailleurs fort bien représentés à Washington. Mais la vraie raison qui poussait les anglo-saxons à nous voir sortir au plus vite d'Algérie se trouvait au Sahara. Ah, le pétrole. Le pétrole, bien entendu. Les grandes compagnies anglo-saxonnes guignaient ce trésor depuis longtemps. Et ça valait bien décorner un peu la traditionnelle amitié entre nos pays afin de se préparer des positions sûres dans la future Algérie indépendante. Alors, le double assassinat des Britanniques dans tout ça? Dans les séries, on savait très bien qui étaient Fox et Mason. Fox était même l'homme de liaison entre sa centrale et la DST. Mais ces agents, tous deux plutôt pro-arabes, agaçaient de plus en plus. Il a suffi d'informer les dirigeants de l'OAS qu'ils approvisionnaient en armes le FLN pour que une décision soit prise de les abattre immédiatement. Et à votre connaissance, c'était vrai? Les livraisons d'armes au FLN? Bah oui. Bon, c'est possible si j'en juge par ce qui s'est passé tout de suite après les 2 assassinats. Le consul britannique à Alger a compris très vite d'où venait le coup. Et il a fait passer un message à De Gueltre pour obtenir une explication. Un message à De Gueltre, De Gueltre qui vivait quand même dans la clandestinité. D'accord, mais à Alger, l'OAS était comme un poisson dans l'eau. C'était pas très difficile d'obtenir un contact. De Gueltre ne s'est pas dégonflé. Il est allé personnellement voir le consul et il s'est expliqué. Expliqué, c'est-à-dire qu'il a revendiqué l'assassinat de Fox et Mason? Oui. Et il a dit, si nous les avons tués, c'est parce qu'ils livraient des armes au Félaga. Alors réfléchissez. Ne pensez-vous pas que si l'information avait été fausse, les Britanniques n'auraient pas monté l'affaire en épingle? Non, ce silence sonnait comme un aveu. Le pétrole semble évidemment avoir guidé l'attitude des anglo-saxons face à la guerre d'Algérie. En effet, je lis par exemple dans l'histoire de la guerre d'Algérie d'Alistair Horn, paru chez Albin Michel, ces quelques lignes. S'il ouvrait de brillantes perspectives nouvelles à la France, le pétrole saharien ajoutait aussi une dimension nouvelle à l'internationalisation du problème algérien. Désormais, il fixera avec une extrême clarté les regards envieux des tout-puissants intérêts pétroliers anglo-américains en Algérie, et pas toujours sans raison, la France serait harcelée de la crainte que de louches tractations avec le FLN ne se déroulent derrière son dos pour permettre à ses rivaux d'arriver les premiers dans l'Algérie indépendante. Édouard Baird, qui était correspondant en France à cette époque, rappelle comment, pour une courte période, on fit suivre aux aspirants dans les écoles militaires un cours sur l'impérialisme américain. On y présentait comme un fait indiscutable que les États-Unis avaient des vues sur les gisements de pétrole récemment découverts. Outre les bandits d'anglo-saxons dans cette guerre de l'ombre, il fallait compter avec cet imprévisible manœuvrier fantaisiste, l'italien Enrico Mattei, qui fournissait ouvertement au FLN de l'argent et des armes en échange de futures considérations. Enfin, je vous recommande la lecture de la plus complète histoire de l'OAS qui a été publiée. Elle a été écrite récemment par un spécialiste des affaires de renseignement, Rémi Koffer, professeur à Sciences Po. L'éditeur Le Seuil. Dans cet ouvrage, Koffer évoque bien entendu ces 4 mystérieux assassinats et confirme l'anecdote de la visite de De Gueltre chez le consul britannique. Consul britannique. Consul britannique. Consul britannique. Consul britannique. Consul britannique. Consul